Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand. Aujourd'hui, nous interviewons une fois de plus Michel Servet, notre chantre qui sait tout, l'homme qui vient de loin, l'homme qui vient d'un autre monde, et cet homme a des choses à nous dire parce qu'il a traversé le temps, figurez-vous bien. Et en traversant le temps, il a découvert beaucoup d'événements nouveaux, beaucoup de nouveautés, et il a étudié encore et encore. Il donne toujours cours en naturopathie aujourd'hui, et dans cette capsule, nous allons parler des enfants avec le CBD, les enfants au regard du système endocannabinoïde. Michel, d'emblée, n'est-ce pas dangereux de donner du CBD aux enfants? Si, c'est certainement diabolique, on va dire le terme. Non, en fait, il n'y a vraiment aucun danger, je dirais, à donner du CBD à un enfant. D'autant que le CBD que nous donnons ne contient aucune substance psychotrope. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant de donner ça quasiment à tous les enfants. Je peux même vous dire que c'est peut-être hors sujet, trouble aujourd'hui, des troubles de l'attention et des enfants hyperactifs, mais ma petite fille qui est née au mois de juillet prend tous les jours dans son biberon, dans sa nourriture, 2 à 5 gouttes d'huile de chanvre. Donc elle prend le fameux produit Pure Gold, parce que le médecin trouvait qu'elle devait avoir un peu d'huile, et plutôt que de mettre bêtement une huile industrielle ou bien une huile d'olive, j'ai dit écoute, fais ça, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien chez elle. Elle se développe vraiment bien. Bon, elle a été opérée du cœur toute jeune, et donc elle a eu une très grave opération, elle a eu 45 jours sous narcose, donc il y a quand même des petits retards, des petits troubles, mais depuis qu'on lui donne le chanvre, je trouve qu'elle s'éveille vraiment au monde de façon assez extraordinaire. Donc, mais ça c'était un petit peu un aparté, c'était autre chose que le sujet du jour, que sont donc nos enfants hyperactifs et nos enfants qui ont des troubles de l'attention. Alors comme tu l'as dit, je ne sais pas si je viens d'un autre monde, que j'ai traversé le temps, mais c'est vrai qu'avec mes 5 enfants, j'ai une certaine expérience des enfants. Et donc, depuis maintenant quelques années, ça fait quand même 20-30 ans qu'on parle des enfants hyperactifs, des enfants qui ont des troubles de l'attention. J'ai pu véhiculer quand même ma vieille carcasse à travers diverses écoles. Sur 5 enfants, on a quand même le temps. Et donc, on a vu quand même énormément de choses. Et on a vu des choses vraiment très tristes, je dirais, concernant ces enfants qui devaient aller voir un médecin parce qu'ils étaient hyperactifs, parce qu'ils bougeaient beaucoup, parce qu'ils avaient ces troubles de l'attention. Et donc, on a vraiment, on devait aller chez les médecins, et le mot magique pour tous ces gens-là, c'était Rilatine ou Ritaline, suivant le pays où on se trouve. Et donc on donnait ces produits-là aux enfants. Je pense qu'on n'a jamais rien guéri. Je crois même qu'on n'a fait qu'accentuer le phénomène. Parce qu'en fait, les amphétamines, qu'est-ce que c'est? C'est quand même une drogue, ça. C'est les amphétamines. Si maintenant je me réfère à mes souvenirs de kiné du sport, beaucoup de sportifs, surtout cyclistes, prenaient des amphétamines pour pouvoir s'entraîner, pour avoir de meilleures performances. Et je pense même que les plus vieux se souviendraient d'un certain Tom Simpson qui est mort, je dirais, après avoir pris ces amphétamines. Donc c'est quand même quelque chose qui est très dangereux. Et aujourd'hui, on sait, par exemple, par les textes scientifiques qui ont été validés à de nombreuses reprises, que cette substance, cette amphétamine, provoquait chez les enfants qui l'ont pris jeunes des addictions assez importantes. Et des addictions là aux drogues beaucoup plus fortes, que ce soit là le THC, que ce soit la coke, que ce soit autre chose. Et donc c'était vraiment beaucoup plus dangereux que simplement donner un petit remède ainsi. Et donc voilà, je crois qu'aujourd'hui on a différents produits concernant, je dirais, les enfants qui ont un trouble, je dirais, de l'attention. D'abord, on pourrait aussi même parler de l'Euricol. L'Euricol qui ne convient plus du tout. Là, je crois que nous en sommes à peu près tous conscients quand on a des enfants qui reviennent, qu'on essaie, je dirais, en 2020, de refaire de nouveau des petits soldats de la même taille, de la même forme, des mêmes catégories. On n'en est plus là aujourd'hui, et je crois qu'il faut sortir vraiment de ce schéma, je dirais, scolaire, où on a des bons et des moins bons. Non, chacun a ses qualités, et il faut vraiment aujourd'hui adapter l'école à nos enfants et ne plus adapter nos enfants aux écoles. Et là, je crois qu'on a un très grand chapitre à écrire concernant ces fameux enfants hyperactifs et ces fameux enfants qui ont des troubles de l'attention. Parce que s'ils sont souvent assis à l'école, sans vouloir être méchant pour les professeurs qui les suivent, c'est que, je vais dire un gros mot, ils s'emmerdent. Et de là qu'un enfant s'emmerde, eh bien un enfant, il fait du bruit, il regarde dehors les petits oiseaux qui chantent, et il est hors circuit.
Et donc on dit, ah oui, mais celui-là c'était un enfant difficile. Non, ce n'est pas un enfant difficile, ce sont souvent des enfants qui s'embêtent. Et donc là, il y a vraiment quelque chose d'énorme à faire. Je sais bien qu'aujourd'hui, dans certains pays, on fait des écoles beaucoup plus souples, où justement on laisse l'enfant choisir par lui-même, c'est à lui à travailler, il n'y a pas de points, il n'y a pas de cotation, il y a simplement des évaluations, on ne doit plus se comparer à Pierre, Paul ou Jacques pour dire moi je suis moins bon, non je suis vraiment un con, non, tout le monde fait ce qu'il veut faire, et le groupe avance très très bien comme ça. En groupe, il travaille en groupe. En groupe, en groupe. Et je crois d'ailleurs que si maintenant, pour ceux qui écoutent cette petite vidéo, je crois que s'il y a un livre à lire pour l'instant sur l'école, c'est vraiment le dernier livre, non c'est pas le dernier, d'Idriss Aberkan, qui est donc Libérez votre cerveau. Et je crois qu'il faut vraiment, comme il dit dans ce livre, se libérer de ces dogmes qu'on nous a expliqués et de dire non, on n'est pas tous les mêmes. On essaye d'avoir une société où on est tous identiques, on a tous une maison, on a tous une voiture, on a tous un... Non, il faut arrêter, chacun a sa particularité et je crois qu'il faut vraiment adapter notre société aux gens et plus les gens à notre société parce que sinon on va aller vers un gros boom. Est-ce que le CBD peut nous aider à devenir nous-mêmes, à nous développer mieux personnellement? Tout à fait. Je crois que le rôle du CBD, donc, qui est quand même de l'huile de chanvre dont on a extrait toutes les parties, je dirais, dangereuses comme le THC, ce CBD fait quand même partie d'un système de régularisation de notre métabolisme, régulateur de notre homéostasie. C'est-à-dire que c'est un produit qui va jouer sur notre système endocannabinoïde afin de le régulariser. Nous ne savons plus, à cause des carences alimentaires, avoir un fonctionnement correct. On a cette homéostasie qui dévie beaucoup trop, qui va vraiment vers des excès, ou au contraire vers des grandes carences. Et donc, le fait d'avoir un système endocannabinoïde qui parvient à régulariser tout ça, on ne sait qu'aller mieux. Et qu'on ait 3-4 ans, ou bien même comme ma petite fille, 6 mois, ou bien comme des personnes qui souffrent même parfois de maladies comme Alzheimer, Parkinson, et qui prennent aussi du CBD, on a toute une série de personnes chez qui le CBD va vraiment être très utile. Maintenant, il faut aussi bien se rendre compte de l'utilité de ce produit, mais que ce n'est pas le seul. Parce que si on revient encore, je dirais, aux enfants qui ont ces troubles de l'attention, des choses ainsi, on fait non seulement des erreurs d'école, mais on fait aussi des erreurs d'alimentation. On sait très très bien aujourd'hui que ces pathologies sont souvent liées à ce qu'on appelle des carences en acides aminés. Et l'acide aminé carencé s'appelle essentiellement la tyrosine. Et donc à partir du moment où on a cette tyrosine qui est en manque, eh bien automatiquement la dopamine ne fonctionne pas. C'est un neurotransmetteur important et on a des gens qui vont rester dans leur fauteuil sans bouger, qui n'ont plus envie de bouger, qui n'ont plus envie de sortir, qui n'ont plus envie de faire ceci. Et donc, hop, on repart de nouveau vers les addictions, on se met devant un écran de télé, on ne bouge plus et on a des enfants qui n'ont plus envie de bouger et qui sont désintéressés de tout. Juste comme ça, parce qu'il manque tyrosine dans le régime alimentaire. Voilà. Un élément du régime alimentaire, on peut avoir une si grande déficience. On peut avoir une très grande déficience, bien sûr, c'est tout à fait logique. Si vous oubliez de mettre de l'essence dans la voiture, c'est un élément, bon, il y a plusieurs éléments constitutifs, mais il y a plein de trucs qui ne vont pas aller. Si vous vous trompez et que vous mettez du diesel dans votre voiture, elle ne va pas fonctionner non plus. Donc l'homme fonctionne de la même façon, on a besoin d'une multitude d'éléments pour fabriquer ces neurotransmetteurs. Et on fait beaucoup d'erreurs aussi, et on continue à faire des erreurs, même les diététiciens font encore beaucoup d'erreurs, par exemple rien que le petit déjeuner. Le petit déjeuner, on fait, ah oui, on va manger des cornflakes, un fruit, du lait et un jus d'orange. Et on ne prend que du sucre au matin. C'est la catastrophe pour ces enfants-là. C'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment arriver avec tous ces enfants-là à leur donner plutôt du jambon maigre, à leur donner des légumes. Les fruits, n'en parlons pas, on les mange séparément, mais à leur donner même des olives, à leur donner des noix, à leur donner tous ces aliments qui vont être intéressants parce qu'ils possèdent en eux une multitude de petits nutriments, une multitude de sels minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines. Tout ça, c'est vraiment important. Et on sait que pour les enfants qui souffrent de ces troubles, ils doivent faire généralement une complémentation en vitamine B9, en vitamine B12, en vitamine D. Et donc maintenant, on associe souvent la vitamine D à la vitamine K. Mais on doit aussi faire des compléments en zinc, en sélénium, en cuivre. Donc il y a toute une série de petits oligo-éléments qu'on doit vraiment arriver à donner à ces enfants-là. Mais pourquoi manque-t-il de tous ces éléments-là?
parce qu'ils mangent mal et parce que même s'ils essayent de bien manger, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une conscientisation de notre alimentation, bien manger coûte même très très cher. Parce que si vous voulez avoir des légumes vraiment bio, des choses comme ça, d'abord ils ne sont pas faciles à trouver. Ce que j'appelle moi le vrai bio, c'est-à-dire celui qui vient du champ, où il n'y a pas eu de pesticides, où il n'y a pas eu de problème, où à la limite même l'eau vient plutôt d'une rivière qui est dépolluée ou des choses comme ça existe. Alors là, ça c'est vraiment du bio. Si maintenant ça vient déjà de votre jardin, c'est moins grave, mais on sait qu'il y a une déperdition de tous ces nutriments dans notre alimentation. Il faudrait manger 4 à 5 fois ce qu'on mangeait il y a 30 ans pour arriver à la même quantité de nutriments, ce qui est impossible. Si maintenant, avant, pour manger 100 grammes de brocoli, vous devez manger 400 grammes de brocoli maintenant, c'est impossible à faire. Et donc là, il y a un très très grand souci concernant tous nos enfants. Et je pense que quand j'étais jeune, je riais toujours de voir les Américains qui au petit déjeuner prenaient leurs vitamines et leurs sels minéraux. Je pense qu'on arrive un petit peu à ça en Europe aussi, que si on veut une bonne santé, on va devoir passer par ce genre de système-là. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, alors, les compléments alimentaires, comme tu es en train de les nommer, ça fonctionne alors? Là, je pense que ça fonctionne vraiment très très bien. Ça ne fonctionne pas en tant que... c'est pas un médicament, mais ça permet à notre métabolisme de fonctionner beaucoup mieux. Vous savez, si maintenant on dit toujours qu'il faut à peu près, je ne sais pas moi, 800 unités de vitamine D, on disait ça longtemps, maintenant on sait qu'il en faut quasiment 10 fois plus, 10 000 unités. Mais si vous n'avez pas la quantité maximale, vous ne saurez pas fonctionner à 100%. Vous aurez des réactions métaboliques qui ne vont pas se faire par manque de substances. Et si ils ne se font pas, il y a automatiquement des phénomènes dans notre corps qui se passent, style une acidification des tissus, style au contraire des radicaux libres qui vont s'échapper et qui vont aller casser, je dirais, ce qui reste encore à casser. Et donc ça fait un système où petit à petit on s'intoxique, on s'intoxine, et en finalité on peut tomber sur des maladies très très graves. Je crois qu'à l'heure actuelle les gens ont vraiment peur parce qu'on devient diabétique de type 2 à 30 ans. Avant c'était 70. 65, 70 ans, maintenant 30 ans, on a beaucoup de trucs comme ça. On a la stérilité qui augmente aussi bien chez les hommes, chez les femmes, toujours à cause de ce phénomène de tout petits éléments qui sont nécessaires pour faire notre réaction biochimique. Tout ça, ça a l'air massif. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau psychologique? Est-ce que ça se voit si j'ai un manque de vitamine K? Est-ce que ça se voit dans ma psychologie? On ne va peut-être pas voir, je dirais, la vitamine K, mais quand on manque de neurotransmetteurs, qui sont quand même la base de notre fonctionnement correct, oui, parce qu'on a des fatigues, on a des coups de pompe, on n'a plus envie, au contraire, on est dans les addictions, on est dans le trop-plein, des trucs comme ça. Et tout ça, c'est justement parce qu'il y a des carences, que ce soit en tyrosine, que ce soit en tryptophane, que ce soit dans ces acides aminés qui sont très importants, qui sont souvent donnés par la viande, mais si on a vraiment une alimentation végétarienne correcte, on peut pallier, je dirais, à tous ces acides aminés. Donc, je crois vraiment qu'il y a quelque chose à faire au point de vue alimentation, parce qu'il y a des phénomènes physiques. Et je pense même que en psychologie, en psychiatrie, ou bien dans les thérapies brèves, tout ce qu'on a ainsi, il faut penser aussi à avoir cette supplémentation correcte au point de vue acides aminés, au point de vue vitamines, au point de vue sels minéraux, pour avoir des bonnes idées. Je crois qu'une bonne idée ne sait pas naître de carence. Ça, c'est mon avis personnel. Et je crois que ça fait partie d'un tout. J'ai fait quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait des études très physiques, j'ai fait des études émotionnelles, j'ai fait un peu de tout. Et au départ, on disait, oui, maintenant, tu es ostéopathe, tu vas soigner le monde. Bon, non, on ne soigne pas le monde avec l'ostéopathie. Dans certaines thérapies, on m'a dit, maintenant, tu es ceci, tu vas soigner le monde. Non, on doit tout savoir, enfin, on ne doit pas tout savoir, mais on doit avoir une idée de ce qui se passe vraiment pour bien vivre. Et le corps, comme le disaient les Chinois il y a déjà 3 ou 4 000 ans, le corps est indissociable de notre pensée. Les Chinois n'ont pas le terme psychosomatique, ils ne connaissent pas les maladies psychosomatiques. C'est le corps, l'esprit, c'est exactement la même chose. Et donc si on ne nourrit pas de matière, je dirais, le corps, l'esprit ne sait pas faire des pensées correctes. Ça, c'est mon avis personnel, mais je crois que je ne suis pas le seul. Donc on serait je crois que nous sommes dans un manque de motivation et dans une dégradation de l'intelligence. Tout à fait. Oh oui, ça c'est clair et célèbre. Enfin, je vais même moduler, je ne pense pas qu'on est dans une dégradation de l'intelligence,
je pense qu'on arrive à une autre intelligence. Et que c'est très difficile pour ceux qui étaient avant, je dirais, de se dire qu'on peut avoir une autre intelligence. L'ordinateur, tous les moyens de communication, pour bien fonctionner, il faut avoir une autre intelligence. Il faut savoir aussi, par exemple, que les enfants qui jouent, je ne dirais pas de façon 24 heures sur 24 sur des jeux, leur PlayStation, je ne sais pas comment ça s'appelle, ont une aptitude à réussir leurs examens de mathématiques beaucoup plus importante que ceux qui ne le font pas. Ça veut dire que leur cerveau se formate un petit peu d'une matière mathématique et que les mathématiques, pour eux, c'est simple. Donc, je pense, enfin moi je suis un optimiste, je crois que notre pensée va peut-être changer, elle ne va peut-être pas s'appauvrir, mais elle va se transformer. Et elle devrait se transformer. Parce qu'on ne sait plus vivre comme on vivait il y a 100 ans. Ok, une adaptation il y a de toute façon forcément, puisque la loi de la vie c'est l'évolution. Tout à fait. L'évolution trouve toujours son chemin. Maintenant, nous ce qu'on voit, tant au niveau naturopathie que psychologie pour enfants, c'est qu'on est face à des enfants qu'on ne sait plus cadrer. Ils ont des problèmes de motivation, ils ont des problèmes pour penser des choses élémentaires, ou à la limite planter un clou dans le mur. Je pense que c'est vraiment là le tout gros problème, c'est qu'on a mal abordé le problème de ces enfants. On a voulu prendre ces enfants et les faire devenir comme tout le monde. Eh bien non, ces enfants, ils ne sont pas comme tout le monde. Ils sont différents. Et il faut, du fait de cette différence, il faut adapter leur façon de vivre pour qu'ils puissent se développer de façon harmonieuse et de façon cohérente. Je crois qu'on a fait beaucoup de catastrophes en brimant ces enfants-là. Moi, je me souviens, bon, j'étais peut-être déjà un des premiers, quand j'étais tout jeune, à être un petit peu différent, parce que je me souviens que j'étais tout le temps avec mes professeurs. Toutes les années primaires, bon, moi j'avais la chance d'être premier de classe, mais j'étais toujours avec ce professeur parce que j'étais différent. Et il m'apprenait plein d'autres choses que ce que j'avais dans les cours. Parce que quand il donnait quelque chose, moi, en 1 minute c'était fait, les autres avaient besoin d'1 heure. Et moi je travaille avec lui et j'ai fait des choses magiques dont je me souviens. Je me souviens que régulièrement il disait, vous savez, Michel, c'est un magicien. Il me faisait aller porter un papier chez le directeur, je devais apprendre 10 noms dans le sens, dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis à l'heure après en classe, on me bandait les yeux, il dit maintenant, on va faire le jeu, Michel, c'est quoi? C'est le tableau, et ça, c'est une chaise, et ça, c'est un cartable, et ça, c'est la fenêtre. Et donc je disais dans l'ordre les 10 mots que j'avais étudiés par cœur 3 minutes avant. Et tout le monde disait, oh, comment tu fais ça? C'était un jeu qu'on faisait avec le professeur. Mais c'est des souvenirs qui fait que c'était le professeur qui s'est adapté à moi, et pas moi à l'enseignement. Voilà, là, et ça, c'était des professeurs géniaux. Tu parles de l'attention. L'attention. Et l'intention. Si le professeur, alors là on a un autre concept, le professeur te voit comme intelligent, donc forcément il te propose des activités d'intelligence. Oui, tout à fait. Tandis que tu viens de parler du normal, et en psychologie on a le normal et le pathologique. Et c'est un gros problème d'avoir le normal et le pathologique. Parce que tout ce qui n'est pas normal a tendance à venir pathologique. Et alors le psychologue vient se dire, ah ok, c'est du pathologique, qu'est-ce que je peux mettre en place pour observer cet enfant et pour le faire progresser? Mais l'erreur est là, il n'est pas normal, donc il est pathologique. Or, le normal chez l'Homo sapiens, c'est une grande gradation de personnes qui ont des compétences sur leur intelligence musicale ou des compétences sur leur intelligence kinesthésique. Lui, il aura une intelligence gustative et gastronomique. Et puis lui, il aura une intelligence qui sera plutôt administrative. Tout à fait. Et donc en fait, dans Persona Gaia, les 12 formes de l'intelligence, c'est justement un modèle qui veut que tout le monde est intelligent. Bien sûr. Avec une ou plusieurs intelligences sur lesquelles il a un pôle de focalisation où il est bon. Et certaines personnes ont leurs 12 formes d'intelligence qui sont activées. Alors, ils ont été bien nourris, avec ce que tu viens de dire. Oui, tout à fait. Ils ont été bien aimés à la maison. Ça fait beaucoup. Avec l'amour, oui, c'est important. Parce qu'on parle relativement peu, en fait, de l'amour dans nos psychothérapies. Oui, tout à fait. Or, être aimé est important, parce que ça nous rassure le monde, et alors on peut avoir des intentions et des idées qui sont plus paisibles. Tandis qu'un enfant qui a été choqué en famille, parce que un des parents était trop au travail, parce qu'un des parents buvait, parce qu'un des parents était hystérique, un des parents était dépressif ou violent, parce qu'il y a toutes les formes. À ce moment-là, l'intelligence de l'enfant est tout le temps aux aguets en termes de attention, alerte. Et à ce moment-là, le mental est codifié sur l'alerte et l'attention.
C'est pas une attention de je suis curieux du monde, c'est une attention de il faut que j'inspecte le monde. Et c'est pas les mêmes attentions. Voilà, je me permets de faire cette digression parce que on voudrait que le normal et le pathologique, le normal aille de soi. Mais en fait, il faut éduquer pour qu'on soit dans le plus grand normal possible et avec la plus petite vision du pathologique possible. Parce que quelqu'un qui fait une crise de colère, est-il normal ou est-il pathologique? Est-ce pathologique de faire une crise de colère quand on est enfant? C'est tout à fait normal. On va dire que c'est tout à fait normal. Et puis, comment le parent reçoit cette crise de colère? Est-ce qu'il la sanctionne? Est-ce qu'il arrive avec sa propre colère? Il va monter dans sa colère face à l'enfant. Donc c'est un rapport de déséquilibre qui va se marquer chez l'enfant. Voilà, il y a toute une manière de faire avec les enfants qui aujourd'hui, ça nous fait revenir en fait à tous ces grands pédagogues du début du XXe siècle. Parce que les grandes écoles du début du XXe siècle, c'était les deux Crollier et les autres. Oui. Ils ont tous vécu au même moment, avant la Première Guerre mondiale. Ils faisaient des colloques ensemble, ils se connaissaient, ils se réunissaient de pays en pays pour se retrouver et décrire l'homme nouveau. Parce que l'homme nouveau, c'est pas nouveau en fait. Toutes les générations décrivent leur homme nouveau. Les Russes ont décrit l'homme moderne. Et les Russes d'ailleurs ont utilisé la psychanalyse de Freud au travers du savoir de Trotsky pour l'homme moderne. Donc toutes les cultures veulent instaurer leur homme nouveau. Et puis les Allemands dans les années 30 et 40 ont inventé leur homme nouveau. Et puis après on est arrivé avec les Américains dans les années splendides des Américains des années 60 avec l'homme nouveau technologique. Et je veux faire un lien avec aujourd'hui, cette technologie semble nous desservir. À l'heure actuelle, je pense que oui. C'est vraiment un autre phénomène, je dirais, que nos enfants qui ont quelques petits troubles, mais en effet, le monde dans lequel on vit, à l'heure actuelle, n'est vraiment plus adapté à la situation. Enfin, nous ne sommes plus adaptés au monde qu'on veut nous présenter et qui est en train de s'étouffer petit à petit. Trop de jeunes partent habiter dans des villages où ils font eux-mêmes leur électricité, ils font eux-mêmes à manger leur nourriture, et ils sont très heureux comme ça. Donc on revient, je dirais, à certaines valeurs. Mais je pense que toute société, à un moment, doit partir pour en faire place à une autre. Ça se passe souvent par des guerres, mais qui dit que nous ne sommes pas en guerre économique depuis plusieurs années et que seuls les plus forts vont s'en sortir? C'est comme ça, c'est la vie de la Terre, je dirais. On est d'accord, ce sont des mouvements naturels de la vie de la Terre. Maintenant, comment est-ce que l'arrivée du CBD peut aider nos enfants dans ce monde nouveau? Dans ce monde nouveau, nos enfants, et surtout les enfants qui ont ces troubles-là, justement, parce qu'eux vont parvenir à régulariser toutes leurs pensées. C'est-à-dire que, comme tu dis, ils vont encore avoir des colères, mais ils ne vont pas garder cette colère et en faire, je dirais, quelque chose pour une vengeance plus tard. On est en colère, on dit ce qu'on pense, et puis c'est passé. Tandis que quand on est déséquilibré, on garde cette colère. Et alors, dans notre cerveau, on fomente une vengeance. Et, oh là, celui-là... Et donc, automatiquement, on se fait du mal, parce que... Je ne sais plus qui disait que celui qui garde la colère, c'est comme le tison qu'on garde en main quand c'est toi que ça brûle et pas quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est toujours comme ça, et je crois que c'est vraiment comme ça pour toutes les émotions. Je crois que si on parvient à avoir des émotions qui s'expriment, et comme tu dis, toutes ces émotions doivent s'exprimer dans l'empathie, dans l'amour, et pour ça il faut en recevoir de ses parents, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, mais c'est vrai que tout ça fait qu'à ce moment-là on pourra trouver des enfants différents. Et je crois qu'on arrive à des enfants différents. Il y a des années, quand j'ai eu les miens, qui ont maintenant 30 ans, on parlait d'enfants indigos, d'enfants ceci, d'enfants cela. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins, et j'ai retrouvé beaucoup de choses de mes enfants dedans. Mais il y a une évolution. Il faut accepter cette évolution. Et on n'est plus à l'ère industrielle de faire une grève pour avoir 2 heures de travail en moins. Ça ne fonctionne plus comme ça. Si maintenant ça ne plaît pas, je crois que la société offre des possibilités de sortir du cadre et d'être très heureux et de faire autre chose. Mais il y a d'autres systèmes émotionnels qui entrent en jeu. En fait, tu viens de dire quelque chose qu'on le trouve chez les adultes. En fait, le CBD, quand on le prend à l'âge adulte, après un certain temps, quelques mois je dirais,
nous rend une spontanéité psychologique qui fait que comme mon monde intérieur est apaisé, comme je n'ai plus de rumination préoccupante, ou en tout cas beaucoup moins, que je dors mieux, et que mon équilibre alimentaire est bien cadré, je ne mange plus qu'au repas et plus jamais rien en dehors des repas, donc, et surtout plus de sucre, à ce moment-là, la spontanéité psychologique est présente. Et donc c'est plus facile de parler avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu vois ça chez les enfants? Moi, je vois ça chez les enfants. J'ai plusieurs enfants qui viennent souvent parce que les parents n'ont pas toujours envie de prendre la rilatine. Et ils me disent, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, d'abord, peut-être voir le milieu scolaire, savoir ce que vous pouvez partager avec votre enfant, parce que comme tu as dit, l'amour est important, et le partage d'une activité avec un enfant, même si parfois il m'arrive de jouer, je perds toujours au jeu internet, parce que mon fils, ça lui fait plaisir que j'arrive à son niveau et il est plus fort que moi. Donc pour lui, c'est tout bénéfice, c'est toujours agréable, mais c'est un partage, faire des courses ensemble, c'est un partage. Et donc c'est amener, je dirais, tous ces enfants dans un système où ils se sentent bien, où ils se sentent reconnus, valorisés, et dès lors qu'ils prennent, je dirais, les compléments alimentaires, on pourra refaire un petit balayage tout à l'heure quand on va faire un genre de conclusion, et le CBD, au bout d'un certain temps, ils vont devenir eux-mêmes, comme je dis. Et à partir de ce moment-là, avec toutes les conditions qu'on a dit, on peut en faire ce qu'on veut. Et évidemment, si c'est un système scolarisé où il doit faire des résultats, ça ne va pas. Mais il existe des écoles, comme tu l'as dit, de Crolly, Freinet, à d'autres pédagogies, qui maintenant sont très prisées par les gens qui ont envie d'autre chose. Et moi, le numéro 5 de ma famille a eu la chance d'aller dans une école comme ça. Je vois sa transformation. Ce gamin est heureux. Et avant, il n'était pas. Parce qu'avant, quand il regardait par dehors, parce que c'est le cours s'embêtait, il avait 0. Tandis qu'ici, quand il regarde par dehors, il dit « Léandro, qu'est-ce que tu as envie de faire ?»« Oh, je ferais bien ça. »« Ok, on y va, viens, je t'explique. » Et on est parti. C'est quand même une autre approche. Et donc, c'est tout bénéfice. Alors, quelle est la différence entre le fameux enfant roi et ce que tu es en train de décrire? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'enfant roi, plus jamais ça. Donc on sait bien que de réifier l'enfant, ou l'enfant dans un rôle où il peut tout faire, c'est pas bon. Quelle est la différence entre l'enfant roi, plus jamais ça, et ce que tu es en train de décrire? Là, je vais parler vraiment d'une expérience personnelle. Depuis toujours, avec mon épouse, je vous ai dit, on a eu 5 enfants. Je crois qu'ils sont extraordinaires, enfin je ne crois pas, je sais qu'ils sont extraordinaires. Mais on avait un principe avec mon épouse, c'est il est interdit d'interdire. Je sais que c'est assez révolutionnaire, mais à la maison c'était vraiment ça. Et donc quand les enfants avaient envie de faire des bêtises, on leur disait écoute, moi je ne le ferai pas. Et on donnait des raisons parce que maintenant tu en fais ce que tu veux, mais si tu as un problème, tu te débrouilles. Alors généralement, ils le font quand même, ils ont quand même un problème, mais ils doivent se débrouiller après. Et quand vous leur dites la 3e fois, ils disent ça, je vais peut-être quand même réfléchir à 2 fois avant de faire la connerie. Et donc, on a toujours fait ça, et je crois que nos enfants se sont vraiment développés. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été enfants rois. Ils avaient des cadres bien définis, ils pouvaient choisir d'en sortir ou d'y rester, et ça faisait quand même énormément de différence. Alors en plus de ça, on leur a appris, je pense, certaines valeurs. C'est-à-dire que quand vous avez 5 enfants, s'il y en a un qui veut une PlayStation, eh bien, il ne l'aura peut-être pas. Parce que les frères ne peuvent pas avoir la même chose. Et donc, c'était tout un système où mes enfants jouaient dehors, jouaient ensemble. Quand vous en avez 4 à la maison, que le dernier est un petit peu plus loin, ben vous avez 4 copains ou 4 copines qui viennent. C'est-à-dire que la maison est toujours pleine d'enfants, ils jouent, ils s'amusent. Et ce n'est que ici le numéro 5 qui a eu une PlayStation offerte par ses frères, parce qu'il est plus seul à la maison que les autres. Mais donc, on n'a jamais eu ces enfants rois, et je pense que quand j'entends mes enfants, enfin je ne les entends pas parce que j'entends ça par voie détournée, je sais que nos enfants nous encensent de leur avoir donné ces valeurs et une autre explication, et toujours dire voilà c'est comme ça, et de les avoir guidés. Bien sûr qu'ils ont eu des punitions, on ne tenait pas parce que je trouve ça stupide. Mais bon, on a toujours avec mon épouse trouvé un système pour quand même leur dire que ce qu'ils avaient fait n'était pas bien. Mais ça se faisait toujours de la bonne humeur. Et puis alors souvent on dit bon, t'as fait une connerie, oui, mais tu mériterais quelque chose, oui. Bon, tu la feras plus. Non, bah ça suffisait. Ils ont compris, et ça c'est les punitions, enfin je pense que les punitions ne servent strictement à rien du tout, et qu'il y a d'autres systèmes éducatifs que l'on peut utiliser qui donnent de meilleurs résultats, quoi.
Si maintenant l'enfant à qui on donne cette huile CBD sous la langue n'aime pas le goût, il dit ah c'est trop fort, je n'en veux pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense qu'avec les produits que nous avons, donc le bait chewing gum, comme je dis que j'adore et que je prends moi beaucoup plus parce que je préfère aussi prendre le chewing gum à l'huile, eh bien je prends 3 chewing gums par jour, ça fait 30 mg de CBD et je me sens beaucoup mieux avec ça. Moi je suis un utilisateur du chewing gum et donc j'aime bien le goût mentholé et on peut essayer avec ça. On peut, bon maintenant on sait aussi qu'on a des petites gélules que l'on peut donner, des petites capsules, il y a des enfants qui acceptent les capsules sans problème, donc on a quand même d'autres solutions pour avoir le CBD. Maintenant il faut savoir quand même que l'huile est magique, parce que l'huile possède tout le spectre du chanvre. Et donc, il est quand même un petit peu plus puissant. Il a cet équilibre d'acides gras, donc les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Et on sait par exemple que dans les troubles de l'attention et dans les enfants hyperactifs, les oméga 3 sont hyper importants. Si vous n'avez pas un rapport de 3 oméga 6 pour 1 oméga 3, ça ne va pas bien fonctionner parce que les produits ne vont pas fonctionner à l'intérieur de la cellule. La membrane cellulaire qui est faite d'acides gras, elle sera beaucoup trop rigide. Ce sera souvent des acides gras saturés qui sont très durs et qui vont empêcher les petites particules, les petites molécules de pénétrer à l'intérieur. Et donc, on va fonctionner moins bien. Hein, comme dans le film, ça va moins bien fonctionner, hein, chef. Quand une petite Bourvil avec sa voiture était toute cassée, eh ben, ça va moins bien fonctionner. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut arriver à faire. Et l'huile, si l'enfant n'aime pas, il y a d'autres solutions, mais il faut vraiment y passer. Maintenant, je sens aussi, je pense aussi que ne pas aimer ou aimer, c'est une question de goût. Parce que nous avons un produit extraordinaire justement pour tous les nutriments qui s'appelle le Super Greens, oui, qui pour moi est un produit magique parce que justement c'est le complément parfait à l'huile pour avoir ces vitamines, pour avoir ces sels minéraux, pour avoir tous ces trucs-là. Ce sont des plantes tout à fait naturelles, c'est 100% naturel, donc il y a un goût. Les gens disent ah, ça c'est vraiment pas bon. Non, c'est amer, ce sont des plantes. Donc il faut se faire au goût, je dirais, de ça. Mais pour les enfants, encore une fois, je crois que si on parvient à avoir le Super Green, l'huile, et que si on veut un petit peu tricher dans le goût, on rajoute quelques protéines de chanvre qui sont quand même aussi complètes dans le Super Greens, vous aurez les protéines dont il a besoin, vous aurez les vitamines B9, B12, vous aurez les oméga 3, vous aurez les zinc, le fer, le sélénium, vous avez le cuivre, le cobalt, vous avez tout ça dans le Super Greens et dans les protéines. Je crois qu'il y a moyen de faire des choses magiques. Et si maintenant vous voulez plutôt le donner à 4 heures avec un fruit en shake ou n'importe quoi, faites-le. Il n'y a aucun souci, mais on aura tous les éléments nécessaires pour que l'enfant puisse être de nouveau équilibré. C'est ça. Donc ici, on ne parle plus de médicaments. On parle de rééquilibrer le corps. Et en rééquilibrant le corps, on sait bien que le psychisme va de soi. Sans aucun problème. Donc, il n'est pas question d'attendre un effet. J'ai pris une gélule, j'ai un effet l'après-midi même. Non. Il faut quitter ce mode de fonctionnement, parce que c'est un mode de fonctionnement qui force le corps. Et ce forcing du corps, oui, les parents sont contents, ils voient un effet. Mais cet effet, on le paye très cher. Et comme tu le dis, il y a eu des études qui ont montré que les enfants qui prenaient la rilatine avaient une propension à devenir plus toxicomanes par la suite. Parce que le réflexe, c'est j'ai un problème, je prends une solution rapide. Ben, la drogue, c'est ça. Que ce soit de l'alcool, de la cocaïne ou des extasies, tout ce qu'on veut. J'ai un problème, j'ai une montée émotionnelle, un dérangement, je prends quelque chose qui fait un effet rapide. On doit quitter ce monde de l'automatisme pour rééquilibrer. Et comme tu dis, rééquilibrer c'est une chose, mais on doit nourrir d'une belle manière. Donc on doit renourrir, on doit repenser à l'équilibre alimentaire de nos enfants. Et je vais dire, non plus comme dans les années 60, 70, 80, où on disait protéines, glucides, lipides, laissons les macromolécules de côté et regardons les micronutriments. Tout ce que tu es en train de noter, ce sont les micronutriments. Tout à fait. Mais alors, tu te rends compte, ça veut dire que les parents d'aujourd'hui doivent devenir des professionnels du micronutriment. Oui, à la limite, oui, c'est ça qui est catastrophique. C'est parce qu'on ne sait toujours pas manger. Je viens encore voir un article dans un journal
d'un professeur qui fait ce qu'on appelle de la médecine fonctionnelle, qui était outré parce qu'il avait dû aller à l'hôpital et le matin, on lui a offert une tranche de pain avec un jus de fruits et une banane. Il dit, mais il avait aussi une tranche de fromage. Mais bon, évidemment, c'est des quantités hôpital. Il dit, mais c'est criminel. Et je pense, comme lui, à l'heure actuelle, c'est criminel de donner du sucre le matin aux enfants. Il faut arrêter de donner ça. Le sucre, on en a suffisamment dans nos légumes, on en a suffisamment dans notre alimentation naturelle, sans qu'en plus, il va falloir fournir autre chose. On mange beaucoup trop de céréales. En plus de ça, les céréales, à l'heure actuelle, n'ont plus la qualité qu'on avait il y a 100 ans. Je sais bien qu'on a retrouvé des grains de blé dans les sarcophages qui avaient 7 gènes, et qu'aujourd'hui, le blé a 21 gènes. Ah, il résiste à tout, aux insectes, au temps, à pluie, on peut faire n'importe quoi, le blé ne se détruit pas. Mais nous n'avons pas, nous, les enzymes pour pouvoir couper tous les petits éléments du blé et pouvoir les utiliser. Et je crois que le gluten, c'est simplement ça, on n'a plus les possibilités parce qu'il a tellement muté qu'on ne sait plus l'utiliser. Alors moi, tout le monde dit, oh, le pain, c'est... Si on parvenait à avoir un pain d'il y a 150 ans, ce serait encore différent. Si on avait des graines d'il y a 150 ans, ce serait encore différent. Et tout est comme ça. On a fait du fric et on n'a pas pensé à l'homme. Voilà, là c'est un point important que moi je nomme souvent. Le problème n'est pas l'alimentation, le problème est l'industrie. Bien sûr. Parce que nous étions à Neuchâtel il y a quelques jours, au bord du lac, et sur le marché. Et là, un producteur de pain proposait plusieurs pains et plusieurs comptoirs avec plusieurs styles d'olives différentes. Et on a goûté ces différents pains qui étaient avec des céréales anciennes. Ça n'avait rien à voir avec un pain de boulangerie qu'on va chercher aujourd'hui au coin de la rue. Rien à voir. Et le problème est là, c'est qu'aujourd'hui on critique le déjeuner. Mais alors ça nous rend paranoïaques. Ah oui. Et les parents disent, mais je ne sais plus quoi donner à mes enfants, alors qu'est-ce que je vais donner à manger à mon enfant, monsieur le psychologue? Vous critiquez ceci et cela. Comment je m'en sors maintenant avec mes enfants? Ou avec moi-même? Mais en fait, voilà, le piège aujourd'hui, c'est de devenir paranoïaque sur notre alimentation. Or, le problème n'est pas l'alimentation. C'est pas le blé, c'est pas la viande. Non, c'est l'industrialisation de tout cela. Parce que, comme tu dis, les blés avaient 7 gènes, maintenant 21, ben 20 ans pour digérer les 14 gènes en plus. On n'a pas le matériel. Et c'est le même pour la viande, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi je ne critique plus la viande aujourd'hui, mais je critique l'industrie derrière la viande. Voilà le problème. Donc, oui, nous avons un ennemi, qui est l'industrialisation. Alors on va dire, oui, mais vous critiquez, vous crachez dans la soupe, cher monsieur, parce que c'est l'industrialisation qui fait notre société d'aujourd'hui. Oui, certainement. Et c'est l'industrialisation qui fait l'ensemble de toutes les maladies d'aujourd'hui. Donc on doit repenser l'industrialisation. On doit repenser beaucoup de choses. Pour l'instant, on s'est laissé aller dans les dérives purement financières, où ça rapportait. Oui. Et maintenant, il y a quand même une prise de conscience sur énormément de choses. Oui. Tout est à repenser. La voiture est à repenser, les moyens de transport sont à repenser, l'école est à repenser. On est en pleine évolution, on est en pleine révolution, et je crois que maintenant, plusieurs personnes pensent différemment. Mais bon, quand on arrive au pouvoir, est-ce qu'on pense déjà comme ça? Non, pas encore. Donc il y aura encore, je dirais, plusieurs générations qui vont peut-être être, entre guillemets, sacrifiées avant que quelque chose ne se passe, ou pas. Parce que notre petite Terre, si un jour elle a décidé d'arrêter de fonctionner, elle va arrêter de fonctionner, elle va te faire péter tout, et on sera obligé de faire autre chose. Donc je crois qu'il y a plein de choses. Je me souviens d'un article que j'avais lu, c'est la grande faille entre les États-Unis et l'Afrique, je crois. Il y a une faille, un nom spécial, si jamais elle s'ouvrait de 100 mètres, ça provoquerait une vague de 400 mètres de haut qui avancerait à 600 km/h. Vers les États-Unis, c'est pas grave, on est tranquille, mais une vague de cette force et de cette taille, ça balayerait les États-Unis. Il faut bien se dire ça. Donc la nature, un jour, si on va trop loin, ça s'est toujours passé. Exactement. Soyons humbles. Exactement. Aujourd'hui, on nous rabâche les oreilles avec le dérèglement climatique. Je ne pense pas du tout comme ça. Non, parce que la Terre a eu déjà 6 extinctions massives avant nous. Ben oui. 6 extinctions massives. Donc c'est-à-dire que le nombre des populations s'est dramatiquement restreint à quelques pourcentages pour après revenir. Et la Terre a eu 6 couleurs différentes. Et une terre noire, une terre rouge, une terre blanche, une terre bleue. Donc la vie est la vie. La question qui nous importe ici, c'est l'adaptation. Sommes-nous encore faits pour nous adapter? Et c'est là où le bas blesse, c'est là où nous voyons toutes ces maladies chez les enfants,
parce que la vague de cancer chez les enfants est tout simplement obscène. Ouais. Il est bien hors norme que des enfants qui soient dans la force de la vie se chopent des leucémies, des cancers jusque-là. C'est pas normal du tout. Et ce n'est pas la réponse de la chimiothérapie qui va nous aider. C'est de nous adapter autrement à ce qui se passe qui va sauver ces enfants-là. Voilà, point. Nous n'allons pas plus loin. Parce que sinon, on pourrait, à mon avis, discuter encore jusqu'à demain matin sur ces sujets-là. Voilà, mais donc ici, le principal est de dire que le CBD est arrivé. Le CBD a été donné à des enfants qui avant n'en possédaient pas, et on a vu Une transformation. Une transformation parce que l'autorégulation s'est remise en route. Et grâce à l'autorégulation, il y a des désirs qui reviennent. Je veux remanger des pommes, je veux remanger une banane, je veux remanger un fenouil et croquer dedans. Boire de l'eau. Boire de l'eau. Plutôt que du coca. Certainement. Et les enfants ne rouspètent plus. Mon fils, maintenant, depuis qu'il prend son CBD, je le vois boire de l'eau. Avant, il allait chercher sa petite bouteille de coca ou bien de Red Bull. Maintenant, il boit de l'eau. Donc, pourquoi? La régulation interne Oui. régule nos comportements déviants. Tout à fait. Ça, on ne peut plus séparer le corps et l'esprit. Descartes l'a fait suffisamment, on a été assez embêtés. C'est fini. On fait un tout. Corps, mental, esprit, tout ça, c'est la même chose. Les émotions, c'est ensemble. Si on se réfère un petit peu aux lois chinoises des 5 éléments, chaque organe a une émotion, chaque organe reflète un autre entraille, et c'est tout un système de circulation d'énergie et qui fonctionne super bien. La physiologie chinoise est quelque chose de magique parce qu'elle permet de comprendre qu'on fonctionne dans un ensemble. On n'est pas un foie, on n'est pas un rein, on n'est pas un cœur, on est tout. Et donc, avoir les 5 émotions de base, c'est tout à fait normal. Ce qui est déviant, c'est quand vous avez uniquement de la colère qui sort et des choses comme ça, mais on nous a appris qu'on ne pouvait pas ramener de la colère, on nous a appris qu'on ne peut pas être triste, on nous a appris qu'on ne peut pas parler de nos soucis, on nous a appris qu'on ne peut pas parler de nos peurs. La seule chose qu'on peut faire, c'est exprimer sa joie. Ben non, il faut pouvoir parler de toutes ces émotions pour être en équilibre avec justement cette énergie qui circule. Alors, pour clôturer notre petite discussion là, il n'y a pas d'addiction chez les enfants avec le CBD. On ne va pas faire des drogués si on donne du CBD à nos enfants. Il n'y a aucune addiction avec le CBD. Aucune. Ça, c'est prouvé par la science, c'est prouvé même par les détracteurs, je dirais, des CBD qui ont voulu prouver qu'il y en avait. Non, il n'y a pas de dépendance au CBD. Tu as parlé que ce bébé prenait quelques gouttes de CBD par jour. Tout à fait. Si l'enfant va dans là où est entreposée la bouteille, il la dévisse, il la boit. Est-ce qu'il sera en overdose? Il ne sera pas en overdose de CBD, mais comme c'est de l'huile, malgré tout, il risque une petite diarrhée, mais bon, ce sera transitoire, passager, et puis c'est tout. Donc, c'est pas vraiment très très grave, parce que c'est des bouteilles de 100 ml, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il aura certainement une petite diarrhée, ça oui. Mais si vous buvez 1 millilitre d'huile d'olive, qui est tout à fait acceptable, je dirais, même pour votre foie, vous aurez des diarrhées, mais c'est tout, quoi. Alors, allons dans l'autre sens. Est-ce que prendre du CBD va transformer mon enfant en génie? Là non plus, parce que de nouveau, c'est encore le CBD qui est un régulateur. Il va donner à votre enfant la possibilité de redevenir lui-même dans les normes que la nature lui a données. Hein, si vous donnez du CBD à un pur sang, vous n'allez pas en faire un cheval de trait. Si vous donnez du CBD à un cheval de trait, vous n'allez pas en faire un pur sang. Il va rester dans ses limites physiologiques à lui. Donc, pour clôturer alors, on dit que ce CBD mène l'enfant à sa propre persona, à son développement de lui, au regard de lui. Tout à fait. Et c'est ce que j'appelle le développement de la persona. On est enfin soi. Oui, moi je pense que c'est vraiment un remède, parce que je l'appelle remède, qui amène, je dirais, à être soi-même dans les conditions que la nature nous a données. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, on pourrait même aller un peu plus loin dans le CBD, dans l'huile complète, parce qu'il y a les oméga 3. Des études ont été faites, je dirais, sur les enfants qui ont fait des supplémentations en oméga 3 et qui montrent malgré tout qu'ils n'étaient pas plus intelligents. Je n'aime pas le terme plus intelligent, mais ils avaient plus de facilité à acquérir des connaissances. On va le dire comme ça, parce qu'il faut encore le vouloir pour y arriver, donc c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose. Quand j'ai découvert ce CBD, je pense vraiment que je trouve ça magique, quoi, magique.
Et ce serait vraiment dommage de s'en priver, et ce serait dommage de priver nos enfants. Moi, quand je vois ma petite fille, je suis vraiment très content qu'ils l'ont fait. Mais bon, ça c'est pour tout. Je vois aussi comment évoluent certaines personnes qui ont eu dans des pathologies tout à fait différentes, des cancers et qui prennent ça, dans la fibromyalgie qui prennent ça, dans les Parkinson. Il y a une amélioration extraordinaire. Et ça, c'est tant au point de vue physiologique, qu'au point de vue émotionnel, qu'au point de vue mental. C'est dans nos trois sphères. Et il y a une amélioration conjointe. Et je vais revenir sur ce terme, c'est magique. Bon, alors pour des scientifiques, dire c'est magique, c'est vraiment l'antithèse de notre travail. Mais voilà. Mais c'est magique. Mais c'est magique. Voilà. Alors, sur ce magique, clôturons cette vidéo. Merci et à tout bientôt pour la prochaine. Merci Michel. Je t'en prie, à bientôt.